Bienvenue au podcast Upika, le podcast pour les geeks de sport, où est-ce qu'on geek sur le sport avec d'autres geeks de sport. Cette semaine, j'ai eu le privilège de recevoir Félix-Antoine Lapointe, coach Lapointe, qui est le coach derrière le programme du Rouge et Or, du moins anciennement, dis-je, le programme du Rouge et Or. Maintenant, c'est le coach derrière les Thomas Fafard, Jean-Simon Desgagnés, Charles Filière-Thibouteau de ce monde, qui sont allés aux Olympiques à Paris cette année, qui ont fait rayonner le programme de Québec à l'international, en fait. Bref, je voulais essayer de comprendre avec lui qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui différencie un bon programme et un moins bon programme. Qu'est-ce qui fait qu'il y a certains athlètes qui, une fois qu'ils arrivent avec un entraîneur, ont des performances hors du commun et l'inverse également. Qu'est-ce qui fait qu'un athlète qui s'en va, par exemple, dans un centre national, qui pense que là, son niveau va arriver à un autre niveau, mais ça ne fonctionne pas. Fait que qu'est-ce qui fait, selon lui, un bon entraîneur, un bon programme? Il nous parle des apprentissages qu'il a fait au courant des dernières années, des 14 dernières années, si je ne me trompe pas. Comment est-ce qu'il a modifié sa pratique sportive? Comment est-ce qu'il utilise la science, puis qu'est-ce que les meilleurs dans le monde font pour l'appliquer à la réalité de ces athlètes? Comment est-ce que chaque athlète est différent? Comment encadrer des gens? Comment adapter les entraînements à la réalité des athlètes, mais aussi à la condition physique et mentale des athlètes le jour de l'entraînement. Il nous explique un peu les semaines types, de quoi ça peut avoir l'air. Bref, une conversation réellement fascinante avec un gars que ça paraît qui prend la science et qui l'incorpore dans son expérience sur le terrain. C'est une méthode de coaching qui est tout à fait honorable, que j'apprécie grandement et que tout le monde devrait aspirer à avoir. Évidemment, personne ne peut vraiment avoir, du moins si vous écoutez le podcast, vous n'avez probablement pas votre coach qui est avec vous à chaque entraînement, en train de prendre vos temps, en train de commenter votre technique. Mais je crois que de trouver un coach qui est un peu... qui travaille avec à la fois la science, à la fois les nouvelles technologies, mais aussi à la fois votre feedback, votre rétroaction, c'est exactement ça que vous voulez. Le podcast est présenté par Upika. Allez voir toutes nos gammes, devrais-je dire, de produits pour les sports d'endurance au upika.ca. Utilisez le code Upika Podcast pour 10% de rabais. C'est les meilleurs produits pour sport d'endurance, la meilleure compagnie. Les commentaires parlent d'eux-mêmes. C'est plus moi qui ai besoin d'en parler. Allez voir juste la liste des commentaires là, je vous promets, on n'en enlève pas. Sont toutes là. Les commentaires qui sont là sont toutes là. On n'en enlève pas. Fait que sans plus attendre, bon podcast. Puis on est parti. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Chez Musette, tu viens souvent ici? Non, j'avoue que c'est assez rare, mais c'est un bel environnement. C'est vraiment un bel place. endroit, ouais. Puis je veux encore faire le shout-out. Merci à la gang de Musette de nous accueillir. Puis si jamais vous voulez, les produits Upika sont là-bas, je les vois. Upika qui est ma compagnie, on en parlera plus tard si tu veux. Première chose, on est ici parce que tu t'entraînes. Vous avez un entraînement sur les plaines tantôt. Est-ce que vous en faites souvent les entraînements sur ces plaines? Puis c'est quoi le setup sur ces plaines? Puis le genre d'entraînement que vous faites là? Oui, surtout pendant l'automne, la saison de cross-country, puis la saison de préparation physique générale. Ça fait du bien de changer la routine versus les entraînements sur piste, qui est la plupart de l'année. Donc, la plupart des séances, souvent sur les plaines. Souvent, on utilise le cercle Mérici, l'anneau de 1500 mètres en poussière de pierre. Donc, c'est ce qui est au programme aujourd'hui. 5 à 7 fois 1500 mètres à une allure threshold pour les athlètes. Donc, un bon volume, mais à intensité contrôlée. OK. Puis, est-ce que c'est pour toute l'équipe au complet? Tout le monde fait le même training? Le nombre de répétitions va varier dépendant où l'athlète sont dans leur progression. Il y en a qui vont faire 5 ou 6 répétitions, d'autres 6 ou 7, peut-être quelques-uns 8. Mais pour aujourd'hui, là, c'est pas mal tout le monde de mon groupe d'entraînement. Donc, des spécialistes de 1500 à demi-marathon font la même séance. Cool. Puis, est-ce qu'il y a une raison pourquoi c'était vraiment pas les questions que je voulais te poser, mais ça m'intéresse. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi la poussière de pierre à la place de l'asphalte à côté?
Ouais, pour ce qui est du stress mécanique, varier les surfaces sur lesquelles les athlètes courent, c'est bon pour diminuer le risque de blessure. Puis d'avoir ce qu'on appelle, entre guillemets, une soft surface, c'est un petit peu mieux. Encore là, des fois, les études se contredisent, là, mais règle générale, la plupart des athlètes, des spécialistes s'entendent pour dire que de courir sur des surfaces un petit peu plus... molle, mais stable, ça va être bien pour varier le stress mécanique puis diminuer le risque de blessure. Mais ce qu'il y a consensus, c'est que varier les surfaces, c'est super pour diminuer le risque de blessure. Donc, pas toujours faire les entraînements sur l'asphalte ou pas toujours sur la piste. Donc, d'incorporer terre battue ou poussière de pierre, c'est intéressant. C'est ça que quand on voit les stages au Kenya, par exemple, que tu vois tous les Kenyans courir sur de la genre de terre battue rouge, là, ben, ça a l'air d'être comme la surface idéale dans le monde entier pour courir. Oui, tout à fait. Ça, c'est le classique au Kenya. Donc, terre battue, poussière de pierre, c'est des classiques que la plupart des athlètes de haut niveau et les coureurs aiment. Cool. Puis, est-ce que vous faites, parce que là, c'est threshold, mais est-ce que vous faites aussi du top end, du high end sur de la poussière de pierre comme ça, ou ça, c'est surtout sur la track? C'est plus rare. Je dirais que les vitesses les plus élevées qu'on va aller sur ce genre de surface-là, souvent, c'est une allure 5 km. Okay. Donc, relativement rapide, mais pas nécessairement à vitesse maximale. Quand on va faire des choses beaucoup plus vite, règle générale, ça va être sur la piste. Ouais, OK. Cool. Ceci étant dit, faisons un petit step back. Premièrement, félicitations pour le succès de la dernière année, les Olympiques et tout. C'était vraiment cool à suivre. Puis, évidemment, aujourd'hui, je ne veux pas te demander de dévoiler tous les secrets de la Caramilk, mais je veux quand même essayer de comprendre pourquoi est-ce que ton programme fonctionne à ce point-là. Et pas juste cette année, parce que cette année, comme n'importe quel sport amateur, à chaque 4 ans, le monde se le font remettre d'en face. Mais ton programme, ça fait longtemps que c'est dominant au pays, puis sur le circuit universitaire principalement. Puis je vais essayer de comprendre qu'est-ce qui fait, en fait, puis je veux qu'on en discute. Qu'est-ce qui fait, selon toi, un bon programme puis un programme qui fonctionne moins? Quels sont tes apprentissages à travers ton parcours comme coach en chef? Puis je vais commencer avec une question vraiment large, puis tu peux la prendre de quel côté tu veux. Tu me disais avant qu'on tourne que tu es rentré en 2011 comme assistant coach et en 2010, assistant coach, 2011 comme coach en chef du Rouge et Or. Oui, c'est ça. Puis qu'est-ce que tu dirais quels sont les facteurs, puis encore une fois, c'est une question très large, que tu as mis en place qui expliquent le succès au fil des années du programme du Rouge et Or Athlétisme? Oui, ben je dirais que dans les plus ou moins 14 dernières années, qui est la période depuis laquelle je coach à temps plein, c'est sûr que ma philosophie, mon idéologie comme coach a évolué. Je pense que dans n'importe quel domaine, si on fait toujours la même chose, il y a une limite à ce qu'on peut progresser comme professionnel. Quand je suis arrivé à l'époque, en 2010-2011, avec le programme d'athlétisme de cross-country au Rouge et Or, les succès étaient, je dirais, limités. C'était pas un programme qui avait beaucoup de succès sur la scène nationale, internationale, peu d'athlètes qui se démarquaient. Donc, c'est sûr que le premier constat, ça a été de dire, OK, on ne travaille pas assez fort, il faut s'entraîner plus, il faut courir plus de kilomètres, il faut faire plus de séances intenses. Puis rapidement, pour un niveau provincial, national, cette mentalité-là a été suffisante. Ouais. Puis avec les années, quand on veut perfectionner nos habiletés comme coach, on se remet en question, on regarde c'est quoi les bonnes pratiques à l'international, qu'est-ce que les meilleurs au monde font. Puis j'en suis venu à trouver un dosage où, oui, c'est important de travailler fort, oui, c'est important de faire des grosses séances, courir plusieurs kilomètres par semaine, mais j'apporte plus d'importance à la récupération puis le dosage entre ces séances-là. Mm-hmm. Donc oui, souvent, on va avoir 2 séances clés par semaine qui sont très exigeantes, mais comment on gère les journées entre les séances, c'est quelque chose où j'ai progressé, où ma philosophie a évolué. Anciennement, on avait peut-être 3 entraînements d'intensité systématiquement par semaine. Maintenant, pour la plupart des athlètes, la plupart des cycles d'entraînement, c'est plutôt 2, mais on s'assure d'être prêt puis de bien récupérer entre ces séances-là. Mm-hmm. Fait que quand toi, t'es arrivé, mettons, grossièrement, ça ressemblait à quoi le rythme d'entraînement versus quand tu as fait, OK, là, il faut s'entraîner plus fort, parce que s'entraîner plus fort, c'est ça. Ça peut avoir plein de paramètres, là, mais ça a été quoi le changement drastique? Puis après ça, on parlera de la suite puis de l'évolution après. Là. C'est sûr que c'est difficile de généraliser, mais si je dirais la moyenne d'une équipe cross-country masculine universitaire pouvait peut-être courir 60-70 km par semaine, faire 2 à 3 séances de groupe d'intensité. Alors que rapidement, les athlètes d'un bon niveau du groupe couraient plutôt entre 100 et 140 km. Ouais. Des volumes
par séance d'intensité plus élevée aussi. Donc, un commitment qui est plus élevé. Ouais. Puis, au quotidien, concilier la réalité d'étudiant-athlète, que ça devienne dans certaines mesures un défi, puis une routine d'entraînement où ça fait vraiment partie de ton identité que de courir à tous les jours ou presque, parfois 2 fois par jour, versus... avant, pour l'athlète type universitaire, ça pouvait être, oui, important dans leur réalité, mais pas nécessairement une de leurs priorités de vie. Là. Donc, d'avoir des athlètes un peu plus engagés, puis qui courent un peu plus souvent dans la semaine, puis qui ont des séances plus intenses, puis qui font les efforts aussi pour avoir du succès, puis ça devient une de leurs priorités. Puis j'aime dire aussi les objectifs, dans le sens où il y a une certaine époque où simplement se classer pour les nationaux universitaires, c'était wow, l'accomplissement. Là, c'était non, on va pas aller aux nationaux universitaires en touriste. On va là pour viser des médailles individuellement par équipe. Donc, cette mentalité-là, je pense que c'est quelque chose que j'ai contribué à changer avec les années. Puis assez rapidement dans mes premières années à Laval. Puis j'ai eu la chance d'avoir un groupe d'athlètes qui y ont cru aussi. Ouais. Dans le sens que même si j'étais arrivé comme entraîneur avec cette ambition-là, j'avais pas eu les bons leaders dans l'équipe qui avaient le talent et l'ambition pour accomplir ça, mon succès aurait été plus limité. Parce que c'est dans la culture quand même. Hein? Tu sais, faut que tu... Moi, je l'ai vécu en natation. Tu sais, j'ai fait mes 5 années universitaires, puis ça fait longtemps que je suis dans le rouge et or, même avant mon université, que j'ai vu devant moi les gens qui le faisaient, tu sais, qui étaient dans le groupe. Puis c'est fragile, la culture, parce qu'une fois qu'elle s'en va, elle revient pas. Là, tu sais. Moi, j'ai vécu des grandes années, puis j'ai vécu aussi des années vraiment faibles, où est-ce que là, t'as bien beau être vraiment motivé, puis je veux dire, moi, mes 2 dernières années, j'étais capitaine de l'équipe, ultra motivé, mais si la motivation se transmet pas, puis que la vision aussi est pas là, puis là, je te demande pas, évidemment, de parler d'autres entraîneurs ou quoi que ce soit, là, mais l'importance que le coach a pour la vision me semble assez importante. Oui, tout à fait. Puis le défi au niveau universitaire, c'est que les athlètes font règle générale entre 3 et 5 ans. Donc, il y a un roulement assez important. Exact. Puis le succès d'une génération ne garantit pas nécessairement le succès de la génération d'après. Puis c'est peut-être une de mes fiertés d'avoir été 14 ans au GA, puis que nos équipes de cross-country ont été compétitives sur la scène nationale pendant ces 14 années-là. Quand je regarde avec un petit peu de recul, ça a quand même été un gros accomplissement parce qu'il y a eu grosso modo 3 générations qui se sont succédées, qui les athlètes se sont influencés positivement une génération après l'autre. Oui, tout à fait. Puis quand est-ce que tu parlais de ton apprentissage puis de l'importance que tu as appris à accorder à la récupération, c'est quand ça s'est fait ce switch-là ou cet apprentissage-là? C'est sûr que ça se fait de façon progressive, mais je dirais que quelque part, entre 2016 et 2020, c'est peut-être là que de façon le plus marquée, j'ai évolué comme entraîneur. Puis c'est toujours en fonction des athlètes avec qui on travaille, des résultats qu'on a. Puis une des raisons, puis c'est pas la seule, c'est de voir que certains athlètes, après quelques mois, quelques années, soit leur risque de blessure était élevé, donc des blessures à répétition, ou certains athlètes arrivaient épuisés, dire OK, comment on peut mieux contrôler la charge d'entraînement, puis s'assurer que lorsque l'athlète est à l'entraînement pour une séance clé, une séance intense où il sait que ça va être difficile, mais physiquement et mentalement, il est prêt à livrer cette séance-là, versus arriver à l'entraînement, puis d'être épuisé de la séance d'il y a 2 jours, puis de devoir répéter encore. Sur le court terme, ça peut fonctionner, mais tôt ou tard, l'athlète il est trop épuisé, il n'est pas capable de répéter ça sur le long terme, physiquement, mentalement. Donc, je dirais que c'est sûr que ça se fait progressivement, mais quelque part entre 2016 et 2018, c'est peut-être là que de façon plus marquée, j'ai changé un peu mon approche. À la course à pied, il y a quand même... Je vois 2 facteurs... disons, à négocier. Là. Puis un facteur qui est plus important à la course à pied que dans beaucoup d'autres sports, c'est le facteur risque de blessure. Parce que les blessures sont quand même assez fréquentes. C'est pas rare qu'on entend qu'un coureur est sur les cartouches pendant des mois, voire des années, puis même des blessures qui restent vraiment longtemps puis qui termine essentiellement la carrière de haut niveau de certains athlètes. Fait qu'il y a ce stress mécanique-là, j'imagine, qui est encore plus important. Est-ce que tu as fait des apprentissages par rapport à ça? Est-ce que c'est des risques? Tu parlais un petit peu des blessures. Est-ce que c'est des blessures qui sont arrivées qui t'ont fait remettre en question un peu OK, 3 séances de vitesse par semaine, c'est peut-être trop. Est-ce qu'il s'est arrivé des trucs comme ça dans ton parcours?
Oui, définitivement. Puis par rapport aux autres sports d'endurance comme le vélo, le ski de fond, la natation, qui ont leurs enjeux de blessure, mais en course à pied, les risques sont encore plus élevés à cause du stress mécanique. Donc, on ne peut pas nécessairement faire le même nombre d'heures d'entraînement intense que les autres disciplines que j'ai nommées dans une semaine sur le long terme. Donc, il y a des facteurs sur, ne serait-ce que la progression quand on a un jeune athlète talentueux adolescent. Il faut prendre notre temps. Puis c'est une des raisons indirectement aussi pourquoi on dit que c'est un sport à développement tardif. La plupart des meilleurs au monde ont quelque part entre mi-vingtaine, début trentaine. Oui, il y a des raisons physiologiques à ça, mais il y a aussi des raisons de progression dans la charge d'entraînement, que si on veut bien faire les choses sans trop risquer les blessures, il faut prendre notre temps puis augmenter année après année la charge d'entraînement, le volume que les athlètes vont réaliser à l'entraînement. Ça m'amène une question qui m'intéresse quand même assez grandement pour ayant moi-même vécu de passer de plusieurs entraîneurs dans ma carrière, des entraîneurs qui avaient toutes les meilleures intentions du monde, mais qui avaient aussi leur propre désir dans leur coaching. Je m'explique. Mon entraîneur groupe d'âge, par exemple, elle, évidemment que son objectif, c'était que je performe le mieux possible pendant qu'elle me coachait. Et la vision était peut-être pas sur le long terme comme elle aurait dû l'être, au sens où j'étais jeune puis je faisais 20 heures d'entraînement par semaine, puis qu'après ça, tu arrives à... Une fois que tu as 16 ans puis tu fais 20 heures d'entraînement par semaine, qu'est-ce que tu fais quand tu as 24 ans? Il n'y a plus de progression qui est possible. Est-ce que tu penses que la planification d'une carrière d'athlète devrait davantage être prise avec une vision long terme par les entraîneurs qui ont des jeunes athlètes? Oui, tout à fait. Puis, à petite échelle, comme je suis formateur pour le Programme national de certification des entraîneurs, c'est quelque chose que j'essaie d'inculquer. Puis, dépendant de l'étape de la carrière de l'athlète où on intervient, il faut comprendre un peu son rôle. Puis, souvent, tu parlais d'entraîneur groupe d'âge, on oublie que le mandat numéro 1 de ces coachs-là, c'est que l'athlète ait du plaisir à pratiquer son sport. Ouais. Parce que s'il a du plaisir, il va rester dans le sport. Puis là, il y a des chances qu'il y ait du succès à moyen long terme. Exact. Si on pense trop à la performance trop tôt, puis que ça devient une tâche, que c'est lourd, que l'athlète n'a pas de plaisir à aller courir ou à aller nager, ben il y a plus de chances qu'il arrête. Puis malgré le fait qu'il est bien talentueux, ben il maximisera pas son potentiel. Ouais. Donc ça paraît simple, mais trop souvent, on oublie ce mandat-là quand on travaille avec des adolescents. Donnez-leur du plaisir à pratiquer leur sport, puis vous avez déjà une bonne partie de votre travail de fait. Ouais. Après, c'est sûr qu'il y a des éléments de performance qui sont importants, mais il faut essayer de penser à moyen long terme, puis pas juste essayer d'optimiser les résultats qu'on va avoir dans les différentes catégories de groupes d'âge. Est-ce que tu te heurtes un peu au désir, quand tu donnes ces formations-là et tout, est-ce que tu te heurtes un peu au désir personnel des entraîneurs groupe d'âge? C'est quelque chose que tu observes ou pas vraiment? Ça arrive à l'occasion. Je te dirais que la chose qui va des fois les faire les plus réfléchir, c'est quand on a des exemples concrets. Puis moi, j'ai la chance, si on prend l'exemple des 3 gars qui ont été aux Olympiques, que j'encadre depuis plusieurs années, ils ont tous, bien que leur cheminement soit différent, un bon exemple de développement tardif. C'est pas des jeunes qui étaient hyper entraînés quand ils étaient dans les catégories cadets, juvéniles, même juniors. Puis progressivement, à 18, 19, 20 ans, là, ils ont commencé à avoir une réalité au quotidien d'athlètes de haut niveau qui couraient plusieurs fois par semaine. Mais avant ça, il y avait un passé multisport. Quand ils étaient adolescents, ils faisaient des sports collectifs, un peu de course à pied, un peu d'autres choses. Puis là, la marge de progression, quand ils ont commencé à s'entraîner sérieusement à 18, 19, 20, 21 ans, elle était là. Puis, ils n'étaient pas tannés de faire le sport. Ils découvraient quelque chose de nouveau. Puis, ça a contribué à ce qu'il y ait une carrière durable puis qui ait atteint le plus haut niveau. Mm-hmm. Donc, quand tu arrives avec des exemples, justement, comme Charles Philibert Thibouteau, puis tu parles de cet exemple-là, Charles, il était probablement bon quand il était jeune, mais il n'était pas la superstar qu'il est devenu, là, tu sais, ou superstar. Le meilleur exemple, jamais qualifié pour les Jeux du Québec, jamais qualifié pour les Jeux du Canada. C'est fou. Donc, un bon athlète provincial dans son groupe d'âge, mais même pas le meilleur au Québec quand il avait 16, 17, 18, 19 ans. Jamais qualifié pour les Jeux du Québec. Non, même pas. Dans son épreuve, il y avait 2 ou 3 autres gars de la région meilleurs que lui quand il avait 16, 17 ans. Ouais. Puis, il n'y en a pas un, j'imagine, de ces gars-là qui s'est rendu aux Olympiques? Non, les meilleurs sont rendus à être des bons coéquipiers universitaires, avoir du succès sur la scène nationale U-Sport, mais aux Olympiques, c'est le seul du groupe. Donc, c'est là où je dis où le succès à 16-17 ans,
c'est pas un déterminant majeur de ce que tu peux accomplir en senior. C'est sûr que ça va déterminer si tu as du talent ou pas, mais si tu es dans les meilleurs, sans trop t'entraîner, c'est peut-être là que tu as le meilleur profil. Ben exact. Parce que si tu es capable après puis tu veux t'engager à t'entraîner pour de vrai, ben ta marge de progression va être élevée. Exact. Puis en plus de ça, tu parlais du plaisir. Si tu coaches des groupes d'âge dans l'optique de garder le plaisir, tu peux aussi te permettre de leur faire un peu d'autres activités périphériques, d'autres sports, puis développer des athlètes qui vont éventuellement avoir une meilleure capacité à s'entraîner, à développer d'autres talents si jamais le chemin olympique ne fonctionne pas. Oui, tout à fait. Puis on a la chance, encore une fois, en course à pied, quand je parle de développement à long terme, les exigences techniques ne sont pas assez déterminantes pour que ce soit un facteur qui va limiter un jeune d'avoir du succès en bas âge. Tu as été nageur. Si tu nages pas un minimum d'heures en tant qu'enfant, adolescent, c'est limiter le succès que tu peux avoir. Ce qui te font la même chose. Mais en course à pied, il n'y a pas ce frein-là, dans le sens où, oui, l'efficacité mécanique, la technique va avoir une influence sur la performance, mais pas une influence ultra importante comme en natation, en ski de fond, puis à la limite, dans une certaine mesure, en cyclisme. Donc ça, de par le fait que notre sport permet une arrivée tardive, on est un peu chanceux, puis c'est correct que le jeune, il joue au soccer, il essaye d'autres disciplines, il fasse du vélo, puis tranquillement, s'il a l'envie, le talent, le potentiel de se développer comme un coureur compétitif de haut niveau, ben, il pourra le faire à l'adolescence ou au début de l'âge adulte. Oui, tout à fait, c'est ça. Des sports comme ça, ben, mettons le vélo, c'est un autre bon exemple. Il n'y a pas beaucoup de skill technique en vélo, là, tu sais, puis on voit beaucoup de, tu sais, Evenepoel qui vient de gagner les Olympiques, ben lui, il faisait du soccer quand il était jeune, puis sa machine, c'est la même, là, fait que quand t'embarques sur un vélo, j'imagine qu'il est capable de pousser quand même, là. Oui, tout à fait. L'autre point, on a fait une bonne petite tangente là, sur le sport groupe d'âge, mais je veux revenir aux deux types de stress que je voyais on parlait du stress mécanique, mais il y a aussi le stress mental que tu as nommé, que j'aimerais qu'on approfondisse un petit peu. Juste dans mon expérience de natation, c'est différent parce qu'il n'y avait pas un entraînement qui n'avait pas de l'intensité. Là, fait, en rétrospective, c'est une autre discussion pour une autre fois. Mais juste dans mon expérience maintenant de sport d'endurance, disons les 3 sports du triathlon, j'ai beaucoup de difficultés à me planifier vraiment des entraînements. Mettons, m'asseoir le dimanche puis planifier ma semaine d'avance parce que, mettons que j'ai un set de fractionnés, justement, c'est plein d'Abraham ici, un genre de 5 fois 2 kilos, pace de 15 kilos, mettons, tempo, là. Ça se peut que le matin, je me lève, le matin que c'est supposé être fait, puis que ça me tente pas pantoute, puis ça se peut que le matin, je me lève, puis que j'aille le couteau entre les dents pour le faire. Puis j'ai jamais réussi vraiment à comprendre c'était quoi qui influençait mon état d'esprit avant des entraînements difficiles ou des séances clés d'intensité. Mais j'imagine que c'est ça, la fatigue mentale puis le stress mental. Oui, ben chaque athlète va être différent, mais je dirais que oui, l'état d'esprit mental, c'est peut-être la façon que je le décrirais. C'est peut-être ça qui est le plus important. Puis si la plupart du temps, exemple, les athlètes avec lesquels je travaille présentement, on est sur un horaire où les 2 séances clés sont mardi, vendredi, ben moi, ma job comme coach, c'est de m'assurer que la journée avant la séance clé, la charge soit limitée pour que l'athlète il soit prêt à faire l'entraînement intensif. Fait que les journées les plus faciles de la semaine, ben, règle générale, c'est les journées avant les séances clés pour que l'athlète, physiquement, mentalement, il ait une journée facile, là, il soit prêt à fournir un effort intense lorsque c'est prévu. Puis l'athlète le sait aussi à l'avance, fait que c'est un peu son travail de faire ses devoirs, puis sa récupération, son sommeil, ben, les 2 jours avant l'entraînement clé, c'est d'autant plus important de faire les petits détails pour arriver prêt. Ouais. À quel point est-ce que tu improvises au quotidien avec tes athlètes? Dans le sens où quand, par exemple, tu vas... peut-être que c'est plus difficile sur une saison quand il y a l'école et tout, là, mais quand, mettons, prenons la préparation des 3 gars pour les Olympiques, tu sais. À quel point est-ce que tu improvises le matin quand que tu te réveilles et que là, eux autres, ils te disent comment ils se sentent? Est-ce que tu te gardes une certaine latitude au niveau de l'entraînement, au niveau de modifier les séances, au niveau de la planif en général? J'oserais dire que j'improvise à peu près jamais, mais que je me permets de faire des adaptations si je sens que c'est nécessaire. Donc, la première façon, c'est règle générale, je vais planifier la séance avec une charge d'entraînement qui est ouverte. Donc, au lieu de dire on fait
10 fois 1000 mètres, ben, j'aime dire on fait 8 à 12 fois 1000 mètres. OK. Puis sur la piste, en fonction des rétroactions que l'athlète me donne, puis moi, ce que je vois, on va s'entendre sur OK, aujourd'hui, 8, c'est assez, tu es arrivé fatigué, tu as fourni un bon effort. Ou non, aujourd'hui, tu te sens bien, tu n'as pas de tension nulle part, on fait 10, on fait 11, on fait 12. Fait que ça, c'est une première forme d'adaptation. Puis après, même si ça n'arrive pas souvent, ben, il ne faut pas être fermé à l'idée de dire OK, c'était écrit 8 à 12, mais ça fait 5000 mètres qu'il fait. Il n'est pas dans la bonne zone d'effort. Ses pulsations sont trop élevées. Aujourd'hui, c'est assez. That's it, on a plus à perdre qu'à gagner de continuer. Mais règle générale, c'est rare que je vais avoir à me rendre là. Règle générale, les signaux que l'athlète va avoir donnés à l'entraînement, les rétroactions qu'il va m'avoir données avant, s'il faut ajuster, ben, je vais le faire dans les journées précédentes parce que je m'en rends compte que c'est nécessaire. OK. Mais c'est vraiment intéressant, ça, parce que, évidemment, les gens qui écoutent, puis tu sais, j'essaie toujours de trouver des petits trucs pour les gens qui écoutent qui peuvent retirer des apprentissages de ces conversations-là. Souvent, probablement que la plupart se font faire un programme par un entraîneur, puis souvent, c'est des programmes, des entraîneurs très qualifiés là, qui font ce genre de trucs-là, ou du moins des ex-athlètes ou des personnes qui savent de quoi ils parlent. Mais les programmes sont assez clairs. C'est là, tu fais telle quantité tel nombre de répétitions de 1000 mètres, tel nombre de répétitions de 2000 mètres. Mais j'aime beaucoup l'idée de dire, donne-moi un range à la place, puis la journée, de l'adapter, dans le fond. Puis, tu parles de fréquence cardiaque, mais j'imagine que c'est aussi la perception d'effort. C'est comment est-ce que, mettons que je me dis, on va garder ton exemple, 8 à 12 fois 1000. C'est quand je prends la décision, tu sais? C'est quand est-ce que je vais trop loin ou non? Ouais, ben souvent, moi, je vais aimer utiliser une cote d'effort sur 10 pour la prescription de l'entraînement. Puis une séance que j'appelle traditionnelle, un bon effort, mais rien d'hors norme, je vais l'appeler un 7 sur 10. Donc, quand on finit Donne-moi un exemple d'entraînement, de séance comme ça. Ben ça pourrait en être un. 8 à 12 fois 1000 mètres, disons qu'on pourrait dire à intensité demi-marathon, avec 1 minute 30 de récupération. Je veux que tu atteignes un niveau d'effort 7 sur 10. Donc, quand tu termines ta dernière répétition, tu sens que tu aurais pu réaliser quelques répétitions supplémentaires si je te demandais d'aller à un effort 8 ou 9 sur 10. Ouais. Donc, tu termines, exemple, ton 10e 1000 mètres. Tu dis, OK, je pense que je pourrais en faire un ou deux autres, là, mais j'ai forcé, c'est un bon effort. That's it, c'est OK pour la journée. Puis quelques fois par mois, à l'avance, je vais dire à l'athlète, OK, aujourd'hui, c'est un 8 sur 10. Donc là, c'est ce que j'appelle une séance clé. Puis de te rendre dans un niveau où peut-être que tu aurais juste pu en faire un de plus, jamais à un niveau d'intensité où tu ne vas pas être capable de réaliser le temps qu'on vise, mais aller chercher une petite coche de plus qu'une séance traditionnelle. Donc, peut-être que cette journée-là, après 10, l'athlète, il va me dire je pourrais peut-être en faire deux autres, mais je commence à forcer. Je dis OK, allons-y pour un dernier, tu vas faire 11 aujourd'hui. Ouais. Donc là, on a atteint une cote d'effort, dans mon jargon, 8 sur 10. On reste dans la plage de 8 à 12 fois 1000 mètres. Ouais. Alors que si c'était une séance plus traditionnelle à 7 sur 10, peut-être qu'après 10, j'aurais dit à l'athlète OK, c'est assez pour aujourd'hui. Puis, est-ce que tu en fais des séances à 9 sur 10? C'est assez rare. Il y a quelques athlètes où, dans une préparation pour un grand championnat, si on sent que ça les met en confiance, puis qui vont bien répondre à ça de par ce qu'on a testé dans le passé, un genre de 10 à 14 jours avant un élément clé, on va le faire. Mais souvent, c'est dans des séances où le volume va être un peu plus bas, mais c'est l'intensité qui est très, très élevée. Donc, on ne sera pas nécessairement dans un exemple de 8 à 12 fois 1000 mètres à vitesse demi-marathon, mais peut-être 5 fois 1000 mètres à vitesse 5000. Donc là, on est à un pourcentage élevé de la VMA, on s'approche du 95-100% de la VAM, on va chercher quelque chose de très intense, mais on veut aller chercher un 8-9 sur 10, ça va arriver à l'occasion, une séance spécifique qu'on va travailler comme ça. Puis, est-ce que j'imagine que tu as répondu un petit peu à cette question-là dans ta dernière réponse, mais tu travailles jamais à l'échec? Jusqu'à l'échec? Je crois pas vraiment à ça. On veut pas amener l'athlète dans une zone où il n'est pas capable d'atteindre l'objectif, parce qu'en compétition, on ne veut jamais se rendre là en athlétisme. Donc, tu veux toujours être capable de doser ton effort pour avoir du succès. Puis même dans les séances 7, 8, 9 sur 10, quand l'athlète hésite est-ce que je fais la répétition de plus, souvent, c'est quelque chose que je vais mentionner. Est-ce que tu es convaincu que tu es capable de refaire un temps similaire à ce que tu viens de faire? Puis si la personne doute, puis qu'elle a une crainte de dire, entre guillemets, je vais casser pendant mon prochain 1000 mètres, on arrête ça, tu le fais pas. Mm-hmm.
Vraiment intéressant. Puis, la question de la gestion d'intensité dans ce type d'entraînement-là, tu sais, dans un sport comme l'athlétisme ou la natation, tu as la donnée temps, qui est une bonne donnée, mais qui est une donnée qui, à mon sens, est quand même très variable selon le moment. Puis de mon expérience en natation, trop souvent, il y avait la fixation sur un temps, puis on passait à côté de l'objectif de la séance. Ou est-ce que souvent, à cause que là, mettons, on disait, OK, on fait des 50 paces de 200, des efforts de 30 secondes, puis que ton pace de 200, il faut que tu t'accotes quand même parce que c'est du stock. Puis là, finalement, ça finissait qu'on cassait parce qu'on essayait de se tenir sur un temps. Comment, toi, tu gères ça? Les temps versus d'autres paramètres comme la fréquence cardiaque ou le lactate, mettons, pour être capable de donner des cibles précises à tes athlètes? Ça va vraiment dépendre de quel genre de séance on fait. Puis c'est bon d'avoir plus qu'un indicateur pour mesurer l'intensité de l'entraînement. Donc, souvent, traditionnellement, sur le plan d'entraînement que j'envoie aux athlètes, je réfère à une allure de compétition parce que c'est ce qui leur parle, puis c'est ce qui me parle aussi étant coach d'athlétisme. Donc, aujourd'hui, les 1000 mètres sont à vitesse 10 km, à vitesse demi-marathon, à vitesse 30 km. Donc, on mesure l'intensité de cette façon-là. Puis après, on va utiliser, je dirais, des moyens complémentaires pour valider si on est dans la bonne zone. Donc, il ne faut pas, coûte que coûte, se dire ma vitesse demi-marathon, c'est 3 minutes du kilomètre. Il faut absolument que je tienne ça, même si mes pulsations ne sont pas dans la bonne zone, même si ma cote d'effort n'est pas dans la bonne zone. Donc, tu as ton indicateur général de vitesse qui réfère à une allure compétition. Tu la valides avec ton niveau de difficulté sur 10, il est à combien? Normalement, dans cette zone-là, tes pulsations sont à combien? Après ça, sur certaines séances, surtout lorsqu'on travaille dans des allures vitesse demi-marathon, vitesse 30 km, j'aime utiliser une prise de mesure lactate pour valider aussi. Oh, t'es un petit peu haut? Réduis donc la prochaine répétition de quelques secondes au kilomètre. Ou, OK, t'es dans la bonne zone, on continue comme ça. Puis, plus tu as quelques outils clés comme ça, plus tu ne deviens pas esclave de ces paces demi. Faut que je sois à 3 minutes du kilomètre, même si mes sensations sont pas bonnes. Ouais. OK, ça se peut qu'aujourd'hui, il faut que tu sois à 3,05 et non 3 flat. Ouais. Puis, tu travailles avec du lactate, dans le fond. Oui, surtout pour les séances threshold ou sub-threshold, qui, pour un coureur de haut niveau, va référer quelque part entre ses allures demi-marathon ou allure 30 km. Oui. Évidemment, la méthode norvégienne qu'on a vue apparaître dans les dernières années, est-ce que ça l'a influencé tout le monde? Là, moi, depuis que je m'intéresse à ça, c'est comme autant les triathlètes que les Ingebrigtsen de ce monde qui prennent justement le lactate comme étant une unité vraiment, vraiment importante. Quasiment à chaque entraînement, ils sont en train de se piquer dans les oreilles. Là. Est-ce que tu as senti cette vague-là, toi, de mentalité changeante vers la science poussée à son point le plus haut? Oui, tout à fait. Puis, dans les épreuves où j'ai eu le plus de succès jusqu'à maintenant dans ma carrière, donc grosso modo de 1500 à 5000, 10 km cross-country, la vedette présentement sur la scène internationale, c'est Jakob Ingebrigtsen, champion olympique aux 5000, un des meilleurs de l'histoire aux 1500 aussi. Puis lui, c'est vraiment l'image du fameux double seuil, double threshold. Ouais. Dépendant des cycles d'entraînement, souvent, il va faire 2 fois dans sa semaine un double threshold, donc 4 séances de threshold réparties sur 2 jours. Puis souvent, il va y avoir une autre journée dans la semaine où il va faire une séance à des vitesses plus élevées qui ne seront pas nécessairement à threshold. Ouais. Puis, il mesure de façon régulière, lors de ces 4 séances threshold-là, le taux de lactate. Là, on a vu une mode où, à partir du moment où il a commencé à être le meilleur au monde, gagner les championnats du monde, des Olympiques, tout le monde a essayé de répliquer ce modèle-là. Ouais. Mais il faut dire que c'est un exceptionnel d'être capable de soutenir la charge puis l'intensité qu'il fait. Ouais. Puis beaucoup de monde,
moi y compris dans une certaine mesure, ont fait l'erreur de répliquer ça à des coureurs qui n'avaient pas nécessairement la capacité de faire ce type de travail-là. Donc, moi, ce que j'aime dire, c'est important comme entraîneur de haut niveau de connaître les bonnes pratiques. Donc, qu'est-ce que les meilleurs au monde font pour avoir du succès? Puis après, s'en inspirer, mettre ça dans son coffre à outils, puis l'adapter à la réalité de nos athlètes. Donc, oui, il y a des athlètes de haut niveau de mon groupe, comme Charles-Philippe Artibouteau, qui font les séances double threshold, mais on a décidé que pour lui, une fois par semaine, dans certaines phases annuelles, c'était une bonne façon de fonctionner. Puis ça a été une des recettes qu'on a utilisées pour avoir du succès dans les 2 dernières années avec lui. Mm-hmm. Mais le faire systématiquement 2 fois par semaine, je pense que ça aurait été trop. Puis au même titre où un Jean-Simon Desgagnés, qui lui, la charge d'entraînement qu'il est capable d'assimiler en ayant du succès pour toutes sortes de facteurs, dont le fait qu'il est étudiant en médecine, il n'est pas capable d'aller chercher le même nombre de kilomètres que Charles ou que Jacob ferait. Donc, on ne réplique pas le modèle du double seuil avec lui parce que ce n'est pas adapté à son profil, à sa situation. Donc, alors que si tu essaies de faire un one size fit all, ben, tu peux plus te tromper que réussir en copiant le modèle. Puis, souvent, on oublie de dire que ces 2 frères qui ont aussi fait le modèle similaire, ben maintenant, ils ont des succès limités, ils ont eu beaucoup de blessures, puis dans les dernières années, ça a été plus difficile, le résultat. Donc, c'est vraiment, quand on se base sur les meilleurs au monde, des fois, on oublie que c'est des exceptionnels d'être capable de soutenir ce qu'ils font à l'entraînement, puis ça ne s'adapte pas à tout le monde. Mm-hmm. Puis, on a aussi tendance à oublier que tout autour de ces gens-là est maximisé pour la performance, pour la récupération. Moi, j'écoutais un vidéo mini-documentaire sur Kipchoge, Eliud Kipchoge. Puis c'est à chaque entraînement, il est sur la table de massage après. Fait que c'est sûr que c'est mieux faire ça, puis tu peux probablement plus enchaîner, tu flushes plus, tu réduis les risques de blessures liés à des tensions. Fait que non seulement ça, mais tu n'as pas besoin de te faire ton souper, probablement. Il y a quelqu'un qui t'amène quand tu es en camp d'entraînement. Peut-être que Jacob Ingebrigtsen, chez eux, des fois, il soupe avec sa blonde. Là. Mais tu sais, tout ce monde-là, ils font juste ça. C'est ça qu'ils font. Oui, puis après, il y a aussi la gestion de l'intensité. Trop souvent, les gens voient Jacob à l'entraînement, essayent de répliquer, mais ne comprennent pas tout à fait la notion de threshold. Puis lorsqu'il fait ses 4 séances avec beaucoup de volume dans la semaine, l'intensité est très, très contrôlée. Puis même si c'est le meilleur au monde, il ne va pas pousser à essayer de réaliser des temps déraisonnables parce qu'il comprend que lui, ce qu'il veut, c'est accumuler plusieurs kilomètres de travail en intensité, mais en intensité contrôlée. Ouais. Puis après, les gens, s'ils n'ont pas nécessairement une équipe de soutien où on va prendre les mesures de lactate puis bien expliquer le concept scientifique, ils vont le faire à une intensité trop élevée. Puis ça devient une question de discipline, de support, puis d'avoir une équipe autour de toi qui va justement prendre les mesures, t'expliquer ce qu'on vise, puis t'entraîner dans la bonne zone. Ouais. Encore une fois, pour les gens qui nous écoutent, qui n'ont pas de quelqu'un qui vient les piquer dans l'oreille avec tout le kit, ça peut coûter cher, là, un kit de test de lactate, là, puis en petite languette, là, ça commence à monter vite. Mais peux-tu expliquer juste le concept du double threshold, puis à quoi ça pourrait ressembler, mettons, toi, quand tu l'as fait avec Charles? Puis comment est-ce que peut-être les gens qui voudraient tester ça à la maison, comment ils pourraient s'y prendre sans risquer de se tuer là, à l'effort? Oui. Ben, premièrement, on peut faire un test qui va mesurer nos zones en fonction du lactate. Ouais. Puis, on peut avoir une corrélation qui est assez bonne entre le niveau de lactate et les fréquences cardiaques. Ouais. Donc, si tu sais, par exemple, que ton seuil, qui règle générale, va être aux alentours de 4 millimoles, donc le moment où le niveau de l'intensité augmente, puis ce type d'entraînement-là va être beaucoup plus taxant. Donc, si on veut maintenir une intensité contrôlée en faisant du threshold, on veut avoir des données, règle générale, qui vont être sous 4 millimoles. D'un coureur à l'autre, le seuil peut bouger un peu, mais il est dans cette zone-là. Ça, j'encourage tout le monde en passant qui écoute le podcast de faire ça. Ça coûte 150$. Tu vas avec un spécialiste. Il y a Charles qui le fait ici. Je ne sais pas s'il prend du monde encore, là, mais je sais qu'il y a plein de monde qui font ce type de truc-là. Puis moi, je l'ai fait personnellement, puis c'est vraiment, vraiment pertinent parce qu'après ça, justement, tes zones. Et ton seuil anaérobique, celui duquel tu veux rester en bas, si je comprends bien. C'est ça. Oui, tout à fait. Donc, tu as cette donnée-là, puis donc tu arrives à ton seuil à une certaine vitesse, puis tu as aussi une fréquence cardiaque lorsque tu fais ton test standardisé. Puis après, si tu n'as pas l'opportunité à l'entraînement, entre tes répétitions, de prendre mesure de lactate, ben valider, par exemple, pour un coureur, ça pourrait être autour de 160 battements par minute. Donc, si le test dit que pour un coureur X, son seuil est aux alentours de 160 battements par minute, donc lorsque tu as des répétitions
par exemple de 5 fois 2 km, où on veut rester sous ton seuil lactate, ben assure-toi que tes fréquences cardiaques ne montent pas en haut de 160. Même si une journée, tu es fatigué puis la vitesse n'est pas si élevée que ça, ben tu dois avoir la discipline de te fier à tes signaux, comme par exemple tes fréquences cardiaques, pour t'ajuster puis rester dans la bonne zone. Puis c'est une zone où tu vas être capable d'accumuler un haut volume d'intensité sans trop te taxer. Tu pourrais aller plus vite. Donc, la personne, l'exemple type, aujourd'hui, il se sent bien. Au lieu d'aller à 160 qui réfère à la donnée de son seuil sur le test, il va à 165, 170, 175. Sur une séance, ce ne sera pas un problème. Mais s'il répète toujours ça, bien, il va un petit peu plus se fatiguer, séance après séance. Puis, à un moment donné, il n'arrivera pas à sa séance avec la fraîcheur ou les capacités physiques, physiologiques pour pousser ses limites. Il risque d'être épuisé, moins bien réaliser les entraînements, peut-être tomber en surentraînement, peut-être avoir plus de chances de se blesser. Donc, c'est là où, si tu veux utiliser cette méthode norvégienne-là de mettre en banque beaucoup de kilomètres d'intensité, ben, tu dois avoir la discipline de les faire dans une zone contrôlée. Ouais. Puis, pourquoi le double threshold? Parce que je comprends le concept du threshold, de ce que tu viens d'expliquer, ça, je le comprends bien, de dire, OK, ben 2 fois par semaine, de faire ton effort threshold, ça permet de t'entraîner, de mettre des kilomètres à une vitesse élevée sans trop accumuler de stress. OK. Pourquoi double threshold dans une journée et non pas de le distribuer dans une semaine plus adéquatement, mettons? Ouais, il y a quelques raisons qui l'expliquent, mais règle générale, on va souvent, en termes de haut niveau, prioriser qu'est-ce qu'on veut mettre dans notre semaine, puis avoir un minimum de journées de récupération entre les séances. Donc, si on veut, par exemple, mettre 2 ou 3 séances de threshold dans sa semaine, ben on vient sacrifier autre chose parce que le lendemain, voire le surlendemain de cette séance-là, notre corps a besoin de récupérer, puis on ne veut pas revenir avec une séance, par exemple, de VO2 max si on veut qu'elle soit optimisée. Donc, c'est quoi la façon d'en coller 2 dans la semaine, puis d'avoir une flexibilité sur qu'est-ce que je veux faire les autres journées? Ben, pousser à l'extrême, c'est plaçons-les la même journée. Ouais. Donc, ce qu'on va essayer quand on fait ça, d'un, ça prend des athlètes qui ont une capacité de récupération élevée. Ça prend des athlètes qui ont une capacité de prendre une charge de travail élevée aussi. Moi, règle générale, je dis si l'athlète n'a pas l'habitude de courir au moins 130 km par semaine, considérez même pas ça. Vous faites une erreur en allant dans le double threshold. Ouais. Il peut y avoir des exceptions. Peut-être que la limite est à 110, 120, mais quelqu'un qui n'a pas régulièrement l'habitude de courir au moins 110, 120 km, c'est sûr que je n'irai pas là. Puis je me pose des questions si c'est pas plutôt 130, dépendant des profils. Donc, en partant, ça exclut certaines personnes qui ont dit « OK, juste bien faire ta séance ou tes 2 séances de threshold dans la semaine, ça va être parfait pour toi. Tu n'as pas besoin d'en faire 2 la même journée. Maintenant, quand on parle de gens qui courent plusieurs kilomètres, c'est des athlètes de haut niveau, il y a des gains, il y a des bénéfices à aller chercher d'en placer 2 la même journée. Puis après, ben, tu as tes 6 autres journées de la semaine pour placer une autre, voire 2 autres séances en récupérant, en ayant 1, 2 journées avant ou après. Puis je parlais tout à l'heure que c'est important avant les journées clés d'avoir la veille qui est facile, donc soit une journée de repos ou des journées à basse intensité. Quand on commence à jouer avec le double threshold, il n'y a pas juste la veille, mais il y a le lendemain de la séance qui est importante. Parce que dépendant de la façon dont on l'utilise, c'est pas rare qu'on va voir des volumes total de course, là, incluant échauffement, retour au calme, 2 séances d'intensité à plus de 30 km dans ta journée. Dans une journée, donc, tu as couru plus que 30 kg, dont une grosse partie à des volumes dans une zone threshold, ben c'est sûr que le lendemain, ton corps, il ne peut pas répéter quelque chose de trop taxant, du moins pas sur le long terme. Ouais. Puis, toi, les entraînements threshold, tantôt, tu me disais que maintenant, tu mettais 2 entraînements d'intensité dans ta semaine. Un entraînement threshold, est-ce que tu considères ça comme un entraînement d'intensité? Oui, tout à fait. Okay. Donc, une semaine type, tu peux avoir une journée où on va faire une séance threshold, comme je vais faire tout à l'heure avec les athlètes de mon groupe, grosso modo 7 fois 1500 mètres. Puis, le deuxième intervalle clé de la semaine va souvent référer à des efforts plus courts, plus intenses, plus rapides, où ils vont être à des vitesses 10 km ou plus vite. Ouais. À partir du moment où on est 10 km ou plus vite, la pertinence de mesurer le lactate pour s'assurer d'être dans la bonne zone, dans ma philosophie, c'est moins déterminant. Ça peut être une donnée intéressante de voir, OK, combien de lactate l'athlète produit à cette vitesse-là. Ouais, là, juste pour avoir la donnée. C'est ça. Ouais. Mais ça ne va pas nécessairement, dans ma philosophie, influencer de comment je vais gérer l'entraînement. Ouais. Quand on travaille sur des zones où on est plus ou moins threshold, donc, grosso modo, entre une vitesse 15 km et une vitesse marathon, là, je trouve qu'aller chercher la donnée puis ajuster la vitesse à l'entraînement, ça devient intéressant. Puis, pour des entraînements
sur la track. Fait que, sur la track, pas nécessairement sur la track, mais pour des entraînements de 10K et moins. Est-ce que tu viens juste de mentionner ou est-ce que là, oui, le threshold puis les zones sont moins intéressantes pour être capable de bien cibler ces entraînements-là? Comment est-ce que tu fais pour ou comment tu demandes à tes athlètes de les pacer? Parce que j'ai reçu Thomas et Jean-Simon sur le podcast, puis les deux me parlaient d'une séance qu'ils aimaient qui était comme 4 ou 3 à 6 fois 1400. Fait qu'un 1000, 1 minute, 400. Puis là, moi, après leur avoir parlé, je me suis dit, hey, fuck that, je vais aller faire ça. Puis là, je suis allé sur la track au PEPS. Puis là, j'ai fait ça, mais en sachant pas trop comment me pacer, dans le fond, tu sais. Fait que, parce que là, j'avais pas mon heart rate. Fait que je me disais, bon, mais c'est quoi, effort? Je vais être capable de me rendre jusqu'au bout, mais en même temps, je veux justement pas rester en dessous de mon seuil anaérobique. Fait que j'ai pas l'espèce de gauge de me dire, OK, il faut que je sois capable de faire 2 répétitions à la fin. Je me disais, peut-être que j'étais pas correct de me dire ça, mais je me disais, je veux que le dernier, je puisse pas en faire d'autres. Je veux réussir le dernier, mais je veux que ce soit la fin, tu sais. Comment tu pèses ce genre de séance-là ou c'est quoi la consigne que tu donnes à tes athlètes? Bon, ces séances-là, qu'on appelle séances spécifiques, ouais. Ça va beaucoup référer à des allures de compétition. Ouais. Souvent, par exemple, là, on est l'automne, la saison importante de compétition en athlétisme, c'est printemps-été. Donc, on ne fera pas ça à ce temps-ci de l'année où on fait des séances plus générales. On va le faire, règle générale, à l'approche ou pendant la saison de compétition. Quand c'est des athlètes d'expérience, on sait grosso modo c'est quoi leur niveau sur 3000, 5000, puis on va référer à des vitesses qui se rapprochent de leur vitesse compétition sur un 3000 mètres ou un 5000 mètres. Les athlètes se connaissent, savent à quoi ça peut ressembler. Puis encore une fois, souvent ce type de séance-là, on va dire 3 à 5 séries. Puis si après la 4e, tu as le couteau entre les dents puis tu as tout donné pour faire ton 1000 mètres à la vitesse visée, That's it. On ne se rend pas dans une zone où tu vas te rendre à l'échec puis tu vas ralentir dans le 5e. Mm-hmm. Parce que dans ta compétition de 3000 ou de 5000, on ne veut jamais ultimement que tu ralentisses, mais que tu aies les ressources pour maintenir une allure sur la limite pendant longtemps puis être capable de finir fort. Donc, on va beaucoup se référer à leur niveau de compétition. Puis, il y a un moment de l'année, si on veut optimiser les chronos, où moi, mon devoir, c'est de la planifier au bon moment, cette séance-là. Si on a juste fait de l'aérobie de base, du threshold, qu'on fait à l'automne, puis que je leur lance cette séance-là, il va leur manquer des outils, ils ne seront pas assez vite sur le plan anaérobique. Donc, il faut avoir fait quelques semaines où, en plus d'avoir une bonne base aérobie, on rentre de la vitesse, on rentre des intervalles sur des répétitions de 200, 300, 400 mètres, pour qu'autant physiquement, physiologiquement que mécaniquement, les athlètes soient aptes à réaliser un 1000 mètres à plus ou moins 100% de leur VMA. Donc là, ils ont les outils, ils sont prêts, on a combiné l'endurance, la vitesse, sont efficaces mécaniquement. OK, on se lance dans cette première séance-là. Puis ça en prend quelques-unes dans l'année avant d'arriver à ton sommet de performance potentielle. Mm-hmm. C'était très intéressant. Tu mentionnais tantôt, tu veux pas te rendre jusqu'à ralentir. Tu veux garder toujours le rythme de compétition, parce qu'en compétition, évidemment, l'objectif, c'est pas de ralentir, c'est de finir avec la même puissance. Ce que j'ai toujours trouvé qui était un point mort complètement dans la philosophie de natation, c'est précisément ça, c'est que on s'entraînait dépasser le point où est-ce qu'on cassait. Puis moi, ça faisait jamais de sens. Je me disais, tu veux pas être capable de nager mieux une fois que ça explose. Tu veux juste pas exploser, tu sais. Puis je trouve que je trouve que c'est super pertinent de le voir comme ça, de dire, attends, non, tu veux pas... Il n'y a pas de gloire à finir en vomissant, là. Tu finiras pas... tu sais, ça se peut que tu finisses en vomissant ta course, mais il n'y a pas à se rendre tellement loin à chaque entraînement que là, tu dépasses cette limite-là, puis tu t'entraînes dans le fond. Qu'est-ce qui va se passer une fois que tu casses? Une fois que tu casses, man, t'essaies de te rendre jusqu'au bout, là, t'as cassé, dans le fond, t'essaies de pas casser, là, tu sais. C'est ça. Faut juste pas confondre le fait de faire une séance hyper exigeante et intense où tu repousses tes limites. Ouais. C'est bénéfique, ça fait partie du processus en sport d'endurance, mais pas franchir la ligne où t'es plus efficace mécaniquement, tu cours tout croche, tu ralentis de façon significative. C'est là où on veut pas se rendre. Mais repousser tes limites
en réussissant à bien jauger ton effort pour être capable de ne pas ralentir ou à peine, ça, c'est bénéfique. Ouais, ça, c'est important. La ligne est quand même mince, par exemple. Donc, tu peux finir la dernière séance en vomissant, mais pas parce que tu as complètement ralenti et tu n'étais plus capable de maintenir l'allure. La ligne est mince, puis plus on parle d'athlètes expérimentés de haut niveau, plus c'est possible de surfer sur cette ligne-là. Si on parle de jeunes adolescents, ça devient difficile parce qu'ils ne se connaissent pas assez, le coach ne les connaît pas assez. Donc, raison de plus que trop vouloir surfer sur cette ligne-là avec des jeunes en développement, on risque de faire des erreurs. Puis, ultimement, c'est peut-être que sur le court terme, ça va dans une certaine mesure les aider à performer parce qu'ils vont être entraînés fort, mais sur le long terme, ils vont juste avoir brûlé des cartouches. Ouais, exact. On parlait de Jacob Ingebrigtsen. Dernièrement, il vient de courir un demi-marathon. Il a couru le premier 10 kilos, je pense qu'il a fait 27, quelque chose comme ça. Là. Puis là, il a arrêté, puis il a fini en 1h03, je pense. De quoi qu'il n'y a pas de si de bon sens, là, quand même. Mais après, ou avant, du moins dans son tour de presse pendant cet événement-là, il disait qu'il n'avait jamais couru plus que 20 km d'une shot. Ce qui m'amène à te poser la question sur la long run. La pertinence de la long run. Toi, tu coaches des gens qui font du cross-country en descendant. Peut-être une couple de personnes qui font du demi-marathon aussi. Marathon, je ne sais pas. Quelques athlètes y ont touché, mais ça reste que la masse d'athlètes compétitifs que j'entraîne, c'est plutôt de 1500 à 10 000 mètres. Ouais. Quelques-uns ont un peu touché au demi. Un ou deux en fin de carrière ont déjà fait un marathon, mais c'est ça. Ouais. Fait que quelle est la place que tu accordes à la long run dans ta planif? Ça dépend vraiment de l'épreuve dans laquelle tu te spécialises. Je dirais que si on prend un coureur de demi-fond de 1500 à 10 km, incluant cross-country, je pense que de dépasser 25 km, je ne le vois pas comme une nécessité. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas le faire et aller chercher des bénéfices, mais la plupart des athlètes que j'encadre, spécialisés 1500, 10 km, leur longue sortie de la semaine, souvent, ça va être autour de 20 km. Quelques moments de l'année, on va monter à 22, 23, 25. Les bénéfices d'aller plus que ça, à moins que tu en viennes à te spécialiser sur demi-marathon, marathon, tu n'es pas obligé de te rendre là, quoi qu'il pourrait avoir des avantages. Dans le fond, ça devient une stratégie de sur quoi je mise pour maximiser mon succès. Ben moi, j'ai tendance à penser que 2 entraînements clés d'intervalle, c'est important. Tu veux ajouter une longue sortie là-dedans. Donc, est-ce que tu veux que la longue sortie devienne aussi exigeante qu'un de tes 2 intervalles? Non. Donc, si tu gardes dans une zone autour d'une vingtaine de kilomètres, tu vas aller chercher les bénéfices sans trop te taxer. Après ça, si tu en viens à te spécialiser au demi-marathon ou au marathon, ben les exigences de l'épreuve font que ça devient un déterminant majeur de la performance d'être capable de soutenir un effort de façon continue pendant 2 heures et plus. Donc là, la longue sortie, elle devient une nécessité. Donc peut-être que pour un athlète qui fait un demi-marathon, ben, le 20 à 25 kilos, je le ferais plus passer de 23 à 28. Ouais. Puis pour un athlète qui fait du marathon, là, ça devient complètement différent. Ouais, c'est ça. Dans le sens que la transition d'un bon coureur de 1500 à 10 000 à faire un demi, ça peut le faire assez facilement. Tu allonges légèrement la longue sortie, tu t'assures de faire un volume de threshold élevé, mais après ça, transitionner pour un succès au marathon, ça devient une épreuve différente. Une autre game complètement. Là. Puis on le voit avec un athlète comme Thomas, par exemple, spécialiste de 5000 mètres. L'an dernier, pendant l'automne, à l'hiver, on fait un peu plus de volume. Pendant quelques semaines, justement, on allonge un peu la longue sortie, on s'assure d'aller chercher des hauts volumes à threshold. On se teste sur demi-marathon, son premier en carrière, il court 62 minutes. Ouais. Mais on n'aurait pas pu faire ce test-là avec des tout petits ajustements comme ça, puis transpose ton résultat sur marathon. Ça n'aurait pas suivi. Il aurait manqué d'outils. Il aurait fallu une plus longue préparation où on augmente de façon significative son volume, où on inclut des longues sorties soutenues avec des rythmes qui se rapprochent à l'allure marathon. Mm-hmm. Donc, un bon coureur 5000, 10 000, règle générale, peut transitionner avec une certaine facilité, quoique ce n'est pas automatique, on le voit avec Jacob, sur demi. Mais sur marathon, là, ça devient une épreuve complètement différente. Puis pour revenir à Jacob, moi, je pense qu'il aurait été capable de faire un résultat probablement avoisinant 59 ou 60 minutes s'il y avait eu une gestion pour viser ça. Mais il a été un peu ambitieux de partir avec les meneurs qui ont couru 58-0, qui à certains moments étaient sur des bases de 57. Puis ça, c'était juste un peu trop ambitieux pour quelqu'un en fin de saison qui vient d'avoir son sommet de performance sur 1500. Fait qu'il s'est rendu rapidement à ses comptes après 10 km que ça ne le ferait pas cette journée-là. Mais ça ne veut pas dire que un peu plus préparé, puis en partant un peu plus conservateur, il n'aurait pas pu avoir un bon résultat. Oui, probablement. Effectivement. Parce que je pense qu'il disait qu'il avait arrêté comme 2 minutes.
à 10 km. Puis, tu sais, moi, je trouve ça quand même fou de dire que tu arrêtes 2 minutes puis tu es quand même capable de finir en 1h03. Là. C'est quand même assez débile. Puis là, on a parlé beaucoup de demi-fond, fond. Il y a Audrey aussi qui s'est rendue aux Olympiques sur le 100 mètres. Puis ça, c'est une des histoires. Je sais pas si. Est-ce que c'est toi qui la supervise directement? Non, pas du tout. En athlétisme, on se sépare souvent par groupe d'épreuves, les coachs, parce que on dit souvent c'est plusieurs sports en un. Fait que l'expertise fine que ça prend pour être un bon coach de sprint ou un bon coach de saut à la perche, c'est pas la même que pour être un bon coach de demi-fond. Donc, c'est Fabrice Acoué qui est l'entraîneur d'Audrey. Ouais. Je la côtoie, puis sur certains projets d'équipe du Québec, d'équipe nationale, je vais être là, mais c'est pas moi qui l'encadre, pas du tout. Ben, j'imagine que tu étais assez au courant pour être capable de quand même répondre à mes questions. Là. Ça, c'était une des choses les plus folles que, de la dernière année, de suivre sa courbe de performance. Puis tu la vois, mettons, au 100 mètres à côté des filles. Puis tu te dis, ça n'a pas rapport là, c'est comme elle n'a pas du tout le physique, ou du moins ça n'a pas l'air d'une fille de 100 mètres, là, tout petite, ça a l'air d'une fille qui court du 5 kg, 10 kg, tu sais. C'est quoi, ça ressemble à quoi une semaine d'entraînement pour des sprinteurs de 100 mètres? Moi, je faisais du sprint en natation, mais il y a quand même une énorme différence entre un 50 qui est 23 à 30 secondes, puis un 100 mètres course qui est 10 secondes, 12 secondes, tu sais. Même si les temps sont quand même proches, quand même le double du temps, tu sais. Fait que ça ressemble à quoi, essentiellement, une semaine d'entraînement pour sprinter comme ça? Ouais, une semaine d'entraînement pour un sprinter, ça va être très différent de ce que font les athlètes de demi-fond. Règle générale, 3 à 4 fois par semaine, ils vont être sur la piste avec les spikes à sprinter. Puis eux aussi, il y a une gestion qui est très importante de la récupération, puis tout ce qui est système neural, pour que lorsque tu es sur la piste, une journée intense clé, être capable de sprinter, il faut qu'au niveau neurologique, tu sois prêt. Donc, ce ne sera pas rare que 2 journées par semaine, ils vont être en récupération, justement pour permettre à leur système nerveux de... Récupération complète. Ouais, récupération complète. Ou ils vont avoir une récupération active, où ils vont faire des exercices de mobilité, du gainage, des choses comme ça. La musculation prend beaucoup d'importance. Souvent, ils vont faire les séances de musculation après les séances de piste. Donc, quand ils ont leurs 3-4 journées par semaine où ils vont sprinter, c'est des journées qui sont assez longues, où ils vont avoir une partie de la journée sur la piste, une journée en salle. Donc, tout ce qui est développement de la force, développement de la puissance, l'explosivité, pliométrie, c'est quelque chose qu'ils vont faire sur une base régulière. Donc, puis tout ce qui est... mobilité, posture, renforcement, c'est quelque chose d'important parce que si ton corps n'est pas prêt à sprinter, c'est pas rare qu'on voit des sprinteurs se blesser, se claquer les ischio-jambiers. Donc, il y a un travail préventif, il y a un travail de renforcement musculaire pour justement préparer le corps de l'athlète ou la machine à être capable de sprinter avec une bonne amplitude de mouvement, puis d'être efficace. Donc, tu sprintes sur la piste, des journées de récupération plus faciles, beaucoup de travail en muscu, beaucoup de travail en renforcement, en mobilité, et ainsi de suite. Pas de jog du tout? Ça dépend de la philosophie des entraîneurs, mais règle générale, non, ils ne joguent jamais. Parfois, 5 minutes à l'échauffement, mais pas plus que ça. C'est fou, ça. C'est fou, Tu sais... Je sais pas. Je fais juste réfléchir à, encore une fois, ma carrière. Je fais souvent ça dans le Upika Podcast quand je parle à des gens qui sont à l'affût des dernières tendances. Puis je réfléchis à ce que je faisais. Je veux dire, je faisais des 23 secondes. Je comprends que c'est pas 12 secondes, mais c'est pas non plus 1 minute. Ça se rapproche aux 200 mètres en athlétisme. Ça se rapproche aux 200. Puis j'imagine que les coureurs de 200, ça ressemble un peu à ce que tu viens de me décrire là. C'est à peu près la même chose. Fait que je réfléchis à ça, puis je me dis, man... On dirait que je suis pas capable de comprendre à quel point je faisais pas ce que tu viens de dire là. Je faisais encore 30 kilos par semaine. Je faisais encore 15 heures dans la piscine à faire des affaires qui sont pas du tout spécifiques à mon effort. Ouais. Je suis encore... Il y a un aspect culturel aussi, puis pour le meilleur et pour le pire, il y a des avantages dans chaque milieu. Mais en athlétisme, l'entraîneur de sprint versus l'entraîneur de demi-fond, à partir d'un niveau provincial compétitif, c'est pas le même intervenant. C'est ça. Donc, dans notre sport,
la culture, c'est ça. C'est pas le même intervenant. C'est pas le même intervenant parce que c'est le ça. skill set qu'il a développé pour être un bon coach n'est pas le même. Je comprends. Alors qu'à tort ou à raison, souvent en natation, le coach de 50, c'est aussi le coach de 1500. Je sais pas pourquoi tu dis à tort ou à raison. Là. À tort, je vais pas te mettre à toi des mots dans la bouche. Moi, je me permets de le faire, là, mais qu'un entraîneur soit la même personne pour... Peut-être la même personne. Okay? Peut-être limite la même personne si c'est une personne qui a vraiment une pluralité de mentalité ou qui est capable d'appliquer des apprentissages divers. Mais que l'entraînement soit le même pour quelqu'un qui fait du 400 mètres 4 nages que quelqu'un qui fait du 50 mètres d'eau, je suis pas capable de le justifier. Mettons, je suis incapable de le justifier. T'sais. C'est quand même assez frappant. Là, puis, tu sais, mettons, peut-être un entraînement où est-ce que, là, je te pose la question, ou du moins je l'applique peut-être à toi, Rougéard Athlétisme, où est-ce que là, c'est comme, OK, tout le monde ensemble, on fait un genre d'intégration, on fait un jog de 5 kilos, tout le monde relaxe, puis on chill, on parle, on est en début de saison, on fait du team bonding, tu sais. OK, tout le monde a fait la même chose, mais quand ça commence à être spécifique, on dirait que pour moi, ça n'a jamais fait de sens, puis ça en fait encore moins maintenant que je parle à des gens comme toi qui me disent que... Parce que ce que tu viens de dire là, que c'est pas le même intervenant, c'est clé, là. C'est capital parce que c'est pas du tout le même set de savoir. Fait que je suis d'accord avec toi que probablement que c'est culturel, effectivement. Fait que, mais c'est pas toi qui l'as dit, c'est moi qui l'ai dit. je le garde de mon côté. J'avais une dernière question pour toi avant de passer, parce que là, Charles, il s'en vient. Mais pendant que je suis parti dans mon monologue, je l'ai oublié. Fait que bref, qu'est-ce qui s'en vient là, pour vous autres pour le Rougéard cette année? Puis, j'ai retrouvé ma question. OK, excuse-moi, je vais te demander qu'est-ce qui s'en vient plus tard. À quel point c'est important d'avoir un vétéran comme Charles-Philibert Bouteau dans ton équipe? Parce que, encore une fois, en natation, les vétérans sont souvent tassés de la main. Aussitôt que tu as dépassé 21 ans et que tu n'as pas performé à l'international, c'est bye-bye, ciao, on n'a plus de support, plus rien. C'est même pas... encouragé de continuer plus tard. C'est même au contraire, le contraire de glorifier. Là. Quand tu vois un vieux dans le programme, tu fais « il est donc bien rendu vieux, qu'est-ce qu'il fait encore là? » À quel point c'est important d'avoir des vétérans dans l'équipe? Je pense que c'est super important pour guider les plus jeunes. Puis dans le cas de Charles, ça a été un modèle pour la génération suivante, comme des athlètes comme Jean-Simon et Thomas. Puis historiquement, dans les 20-30 dernières années, il n'y a pas beaucoup d'exemples en athlétisme, notamment en demi-fond au Québec, qui ont réussi au plus haut niveau. Fait que Charles, c'en est un. Les gars peuvent le côtoyer à l'entraînement puis dire « OK, moi aussi, je peux y arriver. Puis c'est possible d'être dans les meilleurs au monde. Je vois ce qu'il fait, je peux m'en inspirer. Je suis capable d'atteindre un niveau comparable. J'ai le même coach qui a réussi à le guider à ce niveau-là. » Donc, je pense que ça a contribué dans une certaine mesure à donner de la confiance puis s'assurer de ne pas se mettre de limites. Puis, il y a une partie de Charles qui a ouvert la voie un peu pour la prochaine génération, pour les Jean-Simon, pour les Thomas. Ouais. Puis c'est cool qu'ils puissent rester encore dans le programme, qu'ils puissent encore être avec ce groupe-là puis mener la voie, comme tu dis. Oui, tout à fait. Puis, ça fait partie un peu de la beauté de notre sport quand je dis que c'est un développement à long terme. Charles est dans la trentaine. Dans les 2 dernières années, tous ses records personnels ont été faits dans les 2 dernières années de 1500 mètres jusqu'à 10 000 mètres. Donc, tant qu'il prend du plaisir à faire ça, il peut continuer encore quelques années. Puis, je pense que, je ne vais pas mettre de mots dans sa bouche, mais l'expérience olympique de Paris a eu une saveur particulière pour lui, contrairement à Rio, parce qu'il l'a vécu avec 2 coéquipiers. Ouais. C'était... Contribuer à quelque chose de plus grand que soi, par moment, c'est inspirant. Puis de dire, OK, c'est pas juste, j'ai réussi l'exploit de me rendre aux Olympiques. Je l'ai réussi avec 2 coéquipiers du même groupe d'entraînement, de la même province, de la même ville, ce qu'il y a quelques années, on n'aurait pas cru possible. Donc, tant mieux s'il peut contribuer à inspirer la prochaine génération puis qu'il a contribué à inspirer ses coéquipiers. Tout à fait. Fait que, là, c'est la saison de cross-country qui bat de son plein. Qu'est-ce qui s'en vient là, dans les prochains temps? Oui. C'est sûr que moi, c'est la première année où je suis plus en charge du programme universitaire. J'arrivais à une étape de ma carrière où combiner les différents rôles, mon mandat avec la fédération provinciale,
l'implication avec l'équipe nationale, j'en suis venu à me dire, OK, à un moment donné, il faut que je dois me concentrer mes énergies à quelque part. Donc, ça fait peut-être un petit pincement au cœur de voir les plus jeunes universitaires voler de leurs propres ailes avec mes collègues qui sont en charge du programme, mais j'étais rendu là. Donc, pour les athlètes de haut niveau qui ont fini le parcours universitaire, comme les Charles, Thomas, Jean-Simon, avec qui je travaille, la période d'automne, ça devient une préparation physique générale, se mettre en forme pour la saison de compétition en salle, mais ultimement, la saison printemps-été prochain. Donc, on peut avoir une vision un petit peu plus annuelle, voire penser au prochain cycle olympique aussi. Puis, c'est sûr qu'il va encore avoir des compétitions de cross-country pour les plus jeunes qui sont sur le circuit universitaire qu'on va suivre de près. Cool. Merci beaucoup. C'était vraiment intéressant.